traverser les périodes d'histoire, et tant mieux, où de grands intellectuels et de grands leaders politiques ou leaders révolutionnaires pouvaient arriver et expliquer qu'ils savaient où le peuple devait aller, vers quel horizon nous allions tous, et la manière dont il fallait atteindre cet horizon. C'est la période des grands prophètes philosophiques ou révolutionnaires du 19e siècle et du 20e siècle. Et on n'est plus du tout dans ce moment-là, on est dans un moment d'éclatement total d'horizontalité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de grands guides et de grands prophètes, il y aura par contre une constellation d'engagements qui tous, parce qu'il n'y a pas de grand programme révolutionnaire, qui tous partent d'un refus d'une offensive réactionnaire, d'un attentat terroriste, d'un meurtre raciste ou d'une situation socio-économique inacceptable, et qui ensuite peuvent faire sens. Mais la force de tous ces mouvements civiques, que ce soit aussi bien la révolution ukrainienne, la révolution tunisienne, l'insurrection des parapluies à Hong Kong, ou les mouvements des indignés en Espagne, ou le mouvement Je suis Charlie en France, c'est leur force, la force de ces mouvements, c'est justement qu'ils ne viennent pas d'en haut, mais qu'ils viennent de la prise de conscience de chaque citoyen qu'il veut tout d'un coup être présent pour s'opposer à quelque chose et affirmer un attachement à des valeurs. Et la faiblesse, c'est qu'à partir de cette constellation de refus, de cette constellation de non et de présence subite, eh bien, il va bien falloir à un moment produire un discours commun, un projet commun. Et je pense que des gens qui disent qu'ils ont clé en main ce projet sont très prétentieux et dangereux, parce que ce projet il doit naître exactement comme la présence subite dans la rue est arrivée, c'est-à-dire par la base, par la mise en commun des revendications, des désirs, des rêves, des projets personnels ou collectifs, et bien des citoyens. Et à mon avis, il se jouait là quelque chose d'essentiel qui n'est pas limité à l'histoire ukrainienne, qui se retrouvait aussi sur la place Tahrir, qui se retrouve dans les stratégies du mouvement Occupy Wall Street, par exemple, où ils ont inventé ce qu'on appelle des open mics, c'est-à-dire des micros ouverts où chacun vient et a un temps limité pour exposer son projet, son programme, sans porte-parole et sans guide. Et c'est comme ça que se font aujourd'hui, à mon avis, de plus en plus, c'est lié aux réseaux sociaux, au rapport au monde, au fait que les élites ont échoué trop de fois et que les prophètes révolutionnaires ont conduit à des drames absolus. Et bien c'est comme ça que se font de plus en plus les engagements civiques, c'est-à-dire des gens se rendent présents eux-mêmes et ils n'attendent pas d'être représentés pour agir, parce qu'il y a une forme de scepticisme énorme qui est en train de grandir vis-à-vis de la représentation. Parce que les représentants ont trop de fois trahi les représentés. Et donc tout l'enjeu des partis politiques, c'est de se conformer à cette évolution du rapport à la chose publique, à la politique et à l'engagement civique, et d'accepter de construire à partir de ces présences multiples. C'est-à-dire, en gros, d'accepter de ne plus être un apparatchik du PS qui va demander aux militants de faire X ou Y, mais de prendre en compte que la dynamique, que la force de proposition, eh bien, elle est désormais chez les gens qui s'engagent de cette manière-là. Et c'est le décalage entre les structures politiques que la France a aujourd'hui et ce nouveau rapport au monde et ce nouveau rapport au civisme et à la politique, à mon avis, c'est ce qui explique la crise des partis politiques et des institutions publiques en France aujourd'hui. Les intellectuels établis qui proposent une réponse aux problèmes du temps, parce que fondamentalement, ces problèmes ne peuvent être résolus que par l'engagement de chacun. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, quand on dit oui, mais on vit une ère post-politique, moi je pense qu'en fait, on va rentrer dans une ère où tout le monde sera amené à s'engager politiquement. Et où les débats idéologiques vont traverser de plus en plus la totalité des forums sociaux et des lieux de vie
en France. Et donc il faut qu'on se prépare à ça, parce que si on n'est pas prêt, eh bien les autres le seront à notre place. Ces idées-là peuvent se traduire par des violences de rue. Eh bien si, elles peuvent se traduire par des violences de rue à partir du moment où le pouvoir politique change, où il n'y a plus d'inhibition de cette violence qui existe dans toute société et qui, pendant des décennies, a été refoulée en Europe, parce qu'après 1945, on a décidé que la violence était proscrite. C'est ce que Zemmour appelle la féminisation de la société politique européenne, que l'altérité devait être valorisée, non pas refusée, mais tout ça c'était des inhibitions et des constructions, c'était pas quelque chose qui naturellement appartient à l'homme. L'homme naturellement n'accepte pas l'altérité ou son voisin de manière évidente. C'est la société politique qui produit ça. Et l'Europe, et la même chose des individus pour les nations. Les nations ne voisinent pas les unes avec les autres de manière naturelle et pacifiquement. C'est-à-dire que l'Europe, ce qui a construit l'Europe dans cette interdépendance, c'est une obligation pour ces nations de voisiner de manière pacifique et de proscrire dans leurs relations entre elles la concurrence extrême qui débouche sur la guerre. Mais tout ça, c'est pas naturel, c'est pas définitif. Si on accepte de considérer que l'Europe est une plaie, que l'altérité est un problème avant d'être une chance, et que le métissage est l'épouvantail à détruire, on va revenir à d'autres formes de rapports sociaux et de rapports entre les gens et de rapports aussi entre les nations. Donc moi, ce que je veux essayer de montrer, c'est que les basculements du bon ou du mauvais côté ne sont jamais définitifs, qui dépendent juste des rapports de force entre eux. Dans notre rapport au Front National, on a tendance, comme dans plein d'autres sujets, à avoir un prisme franco-français, c'est-à-dire que comme si c'était un phénomène français. Il se trouve que c'est un phénomène européen. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres pays européens qui sont confrontés au même essor de l'extrême droite et à la même difficulté idéologique dans laquelle se trouvent les partisans de la société ouverte. Et c'est intéressant de visiter ces extrêmes droites européennes parce qu'elles ne sont pas toutes du même moule, elles ne sont pas d'accord entre elles. Et même en France, l'extrême droite, c'est une série de chapelles, ils peuvent s'engueuler. Il y en a qui sont d'abord antisémites, par exemple, comme Soral, et d'autres qui sont d'abord anti-musulmans, comme Chauprade, le grand Manitou de la géopolitique au Front National. Et ils s'engueulent, mais de manière ultra violente sur Internet. Bien sûr, Soral traite Chauprade d'agent du Mossad, et l'autre va le traiter de partisan de Daesh. Et ils se détestent vraiment. Mais il y a un point commun entre Soral, Chauprade, les extrêmes droites ultra-intégristes religieuses ou les extrêmes droites comme en Hollande, ultra-laïques et athées, pro-homosexuels et tout ce que vous voulez, c'est leur fascination pour la figure de Poutine. C'est le seul point commun souvent. Moi j'ai vraiment étudié leur discours, la manière dont ils s'expriment, leur programme, ils peuvent être libéraux économiquement ou ultra-étatistes, ils peuvent être tout. Mais il y a une chose qui les unit, c'est Poutine. Pourquoi Poutine? Alors ça c'est la grande question quand même. Et c'est pas seulement parce qu'il les finance. Oui, ça compte. C'est-à-dire que via des banques ou des fondations, comme la Fondation Saint-Basile ou la banque First Czech Russian Bank qui finance le Front National, enfin, qui accorde des prêts au Front National, il y a des oligarques, ils financent l'ensemble de ces mouvements d'extrême droite. Mais il y a plus que l'argent. Il y a la conviction qui est répétée par Marine Le Pen, Chauprade, Marion Maréchal Le Pen, Soral, tous. Il y a la conviction que Poutine incarne l'alternative à la société européenne contemporaine. L'alternative à l'Union européenne, sur un plan géopolitique, mais l'alternative plus profondément à la société européenne dans ce qu'on évoquait, c'est-à-dire son pacifisme, sa féminisation, son rapport à l'autre, qu'il est la figure qui va réhabiliter l'identité fermée et repliée comme étant un absolu, les racines comme étant l'alpha et l'oméga de la politique, la violence comme norme des rapports sociaux, et la guerre comme politique étrangère. Et
fondamentalement, l'erreur des diplomates et des politiques européens, c'est de jamais avoir pris au sérieux Vladimir Poutine. On a pris pour un macho qui faisait des séances de photos en faisant de la pêche à la truite ou de la lutte contre les tigres, il fait ça. Mais il y a plus que ça. C'est pas un frustré de la guerre froide qui tout d'un coup décide d'envahir l'Ukraine parce qu'il ne supporte pas la chute du mur de Berlin. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui a été travaillé par des gens qui lisent et qui écrivent des livres, qui sont ses conseillers, qui gravitent autour de lui. Il y a un traducteur de Derrida, qui est son plus proche conseiller depuis 1999. C'est pas des espèces d'haltérophiles idiots. C'est des gens qui travaillent sur des textes et qui ont développé une idéologie alternative à ce qu'ils appellent la décadence libérale européenne. Et fondamentalement, le programme, c'est la fin de ce qui a constitué les sociétés européennes pendant 70 ans. Et c'est à mon avis là-dessus qu'il faut s'interroger. Et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Parce que si on essaye de discréditer les idées du Front National en revenant sans cesse à Pétain, on ouvre un boulevard à Marine Le Pen qui est en train de le prendre, c'est-à-dire le jour où elle renie son père et elle renie les blagues sur les camps et elle renie le pétainisme du Front National, et là on n'aura plus d'arguments face au Front National. Parce que, et ce qui compte, bon, selon moi, c'est pas le rapport du Front National au passé, c'est pas son rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui compte, c'est son rapport au présent et au futur. Et c'est beaucoup plus que le pétainisme supposé de Marine Le Pen, c'est son poutinisme convaincu, affiché. Et là-dessus, elle est ultra claire. Elle le dit, il n'y a pas besoin de chercher. Elle dit Poutine a restauré la joie de vivre pour la moitié du continent européen. Vous vous rendez compte, la joie de vivre pour la moitié du continent européen, c'est ça, c'est sa conception de ce qu'est la joie de vivre. Et maintenant, il faut aller explorer. Et le problème, c'est que peu de gens le font, et que, en gros, on se coupe là d'un vrai argument dans la lutte qui nous oppose au Front National. C'est un régime où il y a des opposants qui meurent dans la rue, c'est un régime qui s'est installé via la guerre en Chine par la stigmatisation d'une minorité qui a conduit à 200 000 morts sur 1 million d'habitants en Chine, quand même. C'est en gros plus frappant comme manière de comprendre ce que propose le Front National que de recourir sans cesse à des livres d'histoire qui sont devenus démonétisés. On y a tellement fait référence que plus personne ne croit, et d'ailleurs c'est probablement à cause de ce titre que Marine Le Pen c'est Hitler. Ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est ce que j'essaie d'explorer, c'est-à-dire c'est le point commun entre Marine Le Pen, le yogi néo-nazi hongrois, Geert Wilders en Hollande ou d'autres leaders européens, Salvini, l'italien de la Ligue du Nord qui vient de faire un tweet où il est avec Poutine et il dit je suis avec mon Dieu, donc voilà, on ne peut pas être plus clair, et c'est une force politique crédible, il fait 20% dans les sondages en Italie et il va monter. Donc il y a ça, et je pense que la frustration en plus vis-à-vis des politiques européennes, des leaders politiques français et autres, conduit à une sorte de méfiance vis-à-vis de la démocratie représentative, et que les gens sont de plus en plus ouverts à l'autoritarisme et à la personnalité autoritaire de type Poutine. Ils ne sont pas nazis, les gens, ils ne veulent pas refaire les camps de concentration. Mais un Poutine, pourquoi pas, c'est la fameuse phrase de Zemmour qui dit je préfère vivre 100 fois sous Poutine que sous Cohn-Bendit, il a dit ça chez Ruquier. Et fondamentalement, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Et donc c'est là le danger. Vous savez, on vit une vraie crise socio-économique, on vit une vraie crise intellectuelle et politique. Et dans l'histoire, quand on vit une crise, c'est pas nécessairement les idées fascistes qui gagnent. C'est les idées qui comptent. En 1929, aux États-Unis, c'était la pire crise de l'histoire occidentale. Il y avait des millions et des millions de chômeurs qui faisaient la queue dans les soupes populaires. Donc il y avait tous les ingrédients pour une explosion politique de type ce qui s'est passé en Europe. Et là, ce qui s'est produit aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu un dirigeant démocratique qui a proposé un nouveau contrat social, un nouveau rapport à la politique et aux institutions, qui s'appelait Roosevelt, et il a fait le New Deal, et il n'y a jamais eu de menace fasciste. Mais quand
crise, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, les gens ils ne sont pas juste obsédés par leur porte-monnaie en période de crise. Ils sont fondamentalement en quête d'idées qui permettent de changer la situation concrète dans laquelle ils se trouvent, en quête d'idées d'alternatives à la réalité. Et aujourd'hui, la médiocrité, l'indolence, à mon avis, des classes politiques françaises, de la classe politique française, des partis de gouvernement, a laissé le monopole de l'alternative au réel au Front National. Et c'est ça qui fait. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans cette promotion qui étaient des électeurs de gauche et qui me disent moi, je voterai Front National. Et pas parce qu'ils sont fascistes, mais parce qu'ils sont en quête d'alternative au réel et que aucun des partis de gouvernement ne propose de projet qui puisse laisser au moins entrevoir la perspective d'un changement de la vie des gens. Et le Front National, lui,